Salut la gang! Cette semaine, au podcast, je reçois la belle Kim Gingras. Vous l'avez probablement vue à travers plusieurs vidéoclips de multiples vedettes américaines, et par là, je veux dire Beyoncé, Meghan Trainor, Ariana Grande et vraiment plus. Donc, elle a eu la chance de faire certaines tournées, de danser au Super Bowl. Elle a eu une belle carrière à l'international, a vécu à Los Angeles pendant 10 ans. Donc, on discute du mode de vie d'une danseuse qui peut être parfois très intense et on discute aussi de à quel point parfois ça peut devenir difficile sur la santé mentale, d'autant travailler puis d'être dans cette tunnel vision-là, de vraiment se concentrer sur le travail et sur nos objectifs, mais aussi des bénéfices que ça peut apporter au niveau de notre carrière et de nos accomplissements. Donc, Kim est définitivement une grande inspiration. Elle a d'ailleurs parti ses différents programmes de mentorat récemment pour aider les jeunes à s'épanouir à travers le domaine de la danse comme elle a su le faire au cours des dernières années et comme elle sait encore le faire à ce jour. On discute aussi de ses valeurs de femme très familiale, très proche de sa famille, très chaleureuse et de toutes les belles connaissances qu'elle a pu faire dans l'industrie. Et on finit le podcast avec le tout premier segment qui est nouveau au podcast depuis 7 épisodes en fait, qui s'appelle « Les questions en rafale ». Donc récemment sur Instagram, j'ai demandé à mes abonnés de me nommer des questions, de me fournir en fait des questions dans une petite boîte à questions en story que ces personnes-là voulaient poser à Kim et je l'ai fait en questions en rafale. Donc ces réponses, le concept c'est qu'ils sont un peu plus rapides. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Si jamais c'est un concept que vous aimez, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires ou par DM sur Instagram. Et sinon, je vous invite comme d'habitude à aller suivre le podcast sur Instagram, donc Jason Ambition Podcast, la page Facebook aussi, allez vous y abonner pour ne manquer aucune exclusivité. Puis si vous écoutez le podcast en ce moment sur toutes les plateformes de balado-diffusion, comme par exemple Apple Podcast et Spotify, je vous invite à laisser un rating de 5 sur 5 au podcast. C'est vraiment ce qui nous aide à avoir d'aussi bons épisodes. Puis sinon, si vous êtes sur YouTube, je vous invite aussi à commenter l'artiste que vous aimeriez que je reçoive au cours des prochaines semaines. Et sur ce, je crois que ça fait pas mal le tour. J'adore communiquer avec vous, donc n'hésitez pas vraiment à ouvrir la discussion, ce que vous avez aimé de ma discussion avec Kim, les propos qu'elle a énoncés qui ont le plus résonné avec vous. Donc, j'ai hâte de découvrir ça, puis sur ce, je vous laisse sur le nouvel épisode du Jason Ambition Podcast. Bonne écoute! Allô, Kim! Salut Rosalie, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Pas une journée trop chargée aujourd'hui? Oui, quand même. Je suis en préparation. Je commence une deuxième saison de mon mentorat à l'expérience Kim Gingras. Donc là, c'est des préparatifs, c'est les courriels, c'est préparer tous les documents, tout ça. Mais c'est super excitant, j'aime bien ça. Puis j'ai hâte de commencer. Là. Donc, quand même une grosse journée, mais une journée de fun. Fait que ces temps-ci, c'est plus des journées à ton ordi qu'à danser, mettons. Oui, bien surtout que je suis en quarantaine en ce moment. Donc moi, ça fait 10 ans que j'habitais à Los Angeles. Puis le mois passé, je suis retournée à Los Angeles, je me suis déménagée, j'ai vendu ma voiture, je me suis débarrassée de mon appartement, puis mon chum puis moi, on a rempli un U-Haul, puis on a conduit un camion jusqu'à Montréal. Donc, c'était quand même toute une aventure pendant un mois de temps. Là. C'était go, go, go. Puis là, maintenant, on fait notre quarantaine chez nous. Aïe, aïe, c'est quand même un gros changement. Qu'est-ce qui vous a mené à prendre cette décision-là? Ben, écoute, je te dirais que c'est sûr que la pandémie, elle est venue un peu à côté ça, dans le sens que j'aime mieux être autour de ma famille, d'être bien, d'être à Montréal. Tu sais, on se sent un petit peu plus en sécurité, disons, avec tout ce qui se passe. Mais aussi, ça faisait quand même un bon 10 ans. Tu sais, je pense que c'était le temps de passer à un autre chapitre. J'ai fait plein de belles choses. J'ai accompli pas mal tous les buts que je m'étais donné à faire à Los Angeles. Puis là, je suis rendue à tourner la page, à passer à autre chose, puis à revenir au Québec. Puis est-ce que tu as l'impression qu'éventuellement tu aimerais déménager à une autre destination ou pour l'instant c'est vraiment dans le confort de votre maison au Québec?
C'est une bonne question. Écoute, pour l'instant, ici, je suis vraiment bien. Tu sais, ça fait quand même un bon bout de temps, 10 ans, c'est assez long, donc ça va faire du bien. Puis moi, j'ai quand même une grande famille. J'ai 3 sœurs, dont la plus jeune avait d'avoir un petit bébé. Donc, on est toutes ma tante pour la première fois. C'est quand même, c'est vraiment un moment super magique pour nous. Donc, c'est le fun d'être au Québec, pouvoir être prêt, puis de pouvoir aller la voir. Donc, je pense que je vais rester au Québec, être établie ici pendant un bout de temps. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur de rester au Québec? Est-ce que tu as peur que ça te nuise pour des contrats à l'international? Non, pas du tout. C'est justement, tu sais, ben moi, j'étais rendue à un stade dans ma carrière où est-ce que, tu sais, au début, à Los Angeles, il fallait que je crée mon nom, je fasse mon nom. On ne me connaissait pas beaucoup. Tu vas à plein d'auditions, tu t'entraînes le plus possible, tu crées des relations avec des chorégraphes différents. Mais là, plus ça va, puis plus on te book sur des jobs, plus tu, dans le fond, c'est ça, tu crées, tu bâtis des belles relations, puis on t'appelle directement, ce qu'on appelle des direct bookings. Donc, je suis un peu plus rendue là maintenant dans ma carrière où est-ce que si jamais on m'appelle, comme ça s'est passé pendant la pandémie, tu sais, Kim, veux-tu faire tel contrat? Veux-tu venir faire de Masked Singers? Veux-tu venir faire danser pour Mariah Carey? OK, ben tu sais, je reviens puis je l'ai fait. Donc, c'est un peu comme ça que je vais fonctionner, mais je te dirais que, tu sais, je mets un peu mes souliers de danse un peu de côté. Je suis prête à passer à autre chose, faire de la conférence, de l'animation, mon projet, bien sûr, de mentorat, donc enseigner beaucoup plus, faire de la chorégraphie. Donc, je vais me concentrer plus avec qu'est-ce qui se passe au Québec pour moi. Mm-hmm. J'ai l'impression que tu deviens de plus en plus mature, une femme vraiment épanouie, puis tous tes rêves, tous tes objectifs qui étaient à court terme, sur le terme de quelques années de début de carrière, sont déjà faits. Donc là, tu veux plus t'établir, puis être un peu plus dans ton nid, là, dans le confort. Est-ce que je me trompe? Non, absolument. Tu sais, c'est ça, ça fait plus que 2 ans que j'étais avec mon copain, puis on faisait ça un peu longue distance. Tu sais, il venait me voir en Californie, après ça, moi, je venais le voir à Montréal. Il y a un de ces étés-là que j'étais partie pendant plusieurs mois. J'étais en tournée mondiale avec Jennifer Lopez. Donc, on a beaucoup vécu de longue distance. Donc, ça aussi, ça vient vraiment jouer dans la balance que je suis prête à être dans le même cocon que lui, dans le même pays, qu'on puisse continuer comme ça à deux. Mm-hmm. Puis là, on parle beaucoup de tes contrats, on a un peu parlé de ce que tu fais dans la vie, mais est-ce que tu voudrais commencer par te présenter, expliquer quel est ton métier, puis en ce moment, qu'est-ce qui t'occupe? Bien sûr. Donc, je m'appelle Kim Gingras. Je suis danseuse professionnelle depuis toujours, dans le fond. Moi, j'ai commencé à danser, j'avais à peu près 15 ans, à m'entraîner en danse. Là, puis, j'étais à l'université en physiothérapie. Je pensais que je m'enlignais là-dedans, mais mon cœur était vraiment avec la danse. C'est quand j'ai réalisé que je manquais les auditions qui se passaient, puis à cause que j'étais à l'école, je me suis dit, OK, je prends une grosse décision, puis je me lance. Donc, j'ai quitté l'université pour me lancer là-dedans en temps plein, puis c'est ça que je fais depuis ce temps-là. Donc, ça a commencé, ma carrière était au Québec, bien sûr, au début, à travailler beaucoup avec une grande chorégraphe, metteur en scène, Geneviève Dorion-Coupal, qui est maintenant une très bonne amie à moi, qui m'a vraiment donné une super belle carrière ici. Ensuite, en 2009, j'ai fait Sweeting Can Dance Canada. Donc, ça a été vraiment une belle expérience qui m'a aussi servi un peu de tremplin pour me rendre à Los Angeles parce que là, tout d'un coup, j'avais ce qu'il fallait pour un visa de travail. J'avais les preuves que j'avais été à la télévision, que j'étais occupée, que j'étais en demande. J'avais fait des beaux contacts, des belles relations avec certains chorégraphes américains. Donc, en 2011, j'ai été m'établir à Los Angeles. Puis c'est ça, j'ai passé un beau 10 ans là-bas. Donc, à suivre si je vais faire des va-et-vient ou non. Mais là, maintenant, je suis de retour au Québec. Encore, bien sûr, danseuse, mais aussi mentor, éducatrice, chorégraphe. Puis tu as dansé avec plusieurs grandes vedettes américaines. Parmi celles-ci, on compte notamment Beyoncé, Ariana Grande. Je ne pourrais pas toutes les nommer, il y en a tellement. Parmi toutes tes expériences de carrière, laquelle t'a le plus impressionné? Écoute, il y en a plusieurs, je te dirais. C'était vraiment quelque chose. Je me rappelle dans mes premiers moments de revenir à Montréal voir ma famille après m'être établie à Los Angeles, puis d'être dans ma voiture, puis là, d'écouter la radio. Puis là, il y avait des chansons comme Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Pitbull, des chansons qui jouaient que j'écoutais avant, mais que là, j'avais une toute autre histoire reliée à ça. Waouh, j'ai dansé pour eux. Fait qu'il y a eu beaucoup de moments chocs, moments que j'étais impressionnée, puis vraiment, c'est ça, là, pincez-moi quelqu'un. Mais c'est sûr que Beyoncé, ça a toujours été ma numéro 1. J'écoutais Destiny's Child quand j'étais plus jeune. J'ai vu ses concerts. Je voulais vraiment danser pour elle. J'ai auditionné
plusieurs fois pour elle à travers les années pour enfin faire le Super Bowl en 2013 avec elle. Ça, c'est la première chose que j'ai faite avec elle. Puis après ça, on est parti en tournée pendant quelques années. OK, fait que ce serait plus avec Beyoncé. Puis, j'ai quelques amis qui te connaissaient justement du vidéoclip de 7-Eleven. Puis, ils m'ont fait passer le message de te demander, est-ce que Beyoncé est pareil dans la vie? Est-ce que les artistes que tu côtoies sont vraiment inspirants comme ils le paraissent ou certains sont plus refermés, puis tout ça, puis ils se concentrent vraiment sur leur carrière? Écoute, c'est vraiment du cas par cas, tu sais, avec Beyoncé pour répondre à tes amis. C'est vraiment une femme extraordinaire, tu sais, tout ce que je m'attendais à avoir comme boss, comme, tu sais, comme femme qu'elle est, artiste qu'elle est, elle est vraiment tout ça, tu sais, c'est quelqu'un qui travaille très fort, qui prend ça au sérieux. C'est une femme qui aime donner beaucoup de puissance et d'amour aux femmes autour d'elle, tu sais, c'est une des seules qui a un band au complet de femmes, toutes les danseuses qui sont sur scène avec elle, puis elle est vraiment du genre à vouloir mettre de la lumière sur qui on est, même si on est, tu sais, puis justement en étant d'ethnicité différente, même de body shape différente, tu sais, vraiment, on est toutes uniques en notre genre, puis elle célèbre vraiment ça, tu sais, fait que c'est vraiment incroyable. Mais tu sais, c'est sûr que si tu me demandes, est-ce qu'on est chummy, puis on se texte, tout ça, tu sais, Beyoncé, c'est quelqu'un aussi qui s'est rendu où est-ce qu'elle est, pas pour rien, justement, c'est quelqu'un qui est vraiment focus, elle travaille vraiment fort. Si nous, on est là jusqu'à 2 heures du matin, elle est là jusqu'à 5 heures du matin à travailler sur le spectacle qu'on est en train de monter. Donc, elle est quand même assez business et famille. Pendant qu'on était en tournée, Jay-Z était là avec nous. Dans ce temps-là, elle n'avait pas des jumeaux, mais elle avait Blue. Blue était là avec nous. Donc, c'est vraiment une mère de famille qui veut sa famille proche. Donc, on ne la voit pas souvent, mais vraiment, concentrée, je pense, sur sa carrière, sa famille, son monde. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun. C'est super inspirant de la voir aller parce que je trouve qu'elle a vraiment des belles valeurs. Puis pour te rendre à percer à l'international, j'imagine que tu as dû faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu es partie de où? Oui, c'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi, je te dirais. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai commencé à 15 ans, ce qui est plus vieux que la norme. Beaucoup de mes amis danseurs, ils ont commencé à 3-4 ans en claquettes, en ballet, en jazz. Puis moi, c'était plus vers l'âge de 15 ans, puis c'était plus dans les styles commerciaux, des chorégraphies que tu vois dans des vidéoclips. Après ça, j'ai pris des cours plus du locking, du popping, du house whacking. C'était plus sous ce parapluie-là, un peu qu'on pourrait dire plus hip-hop. Puis, j'avais pas le côté classique technique. Donc, c'est là que j'ai réalisé qu'il va falloir que je prenne des bouchées doubles puis que je m'entraîne vraiment beaucoup en jazz, en contemporain, à essayer de travailler mes pirouettes, mes battements, tout ce qui est plus classique. Puis, de là, c'est ça, j'étais encore à l'école, comme j'avais mentionné, donc c'était beaucoup. Là, mon horaire était très chargé, je m'entraînais quand je pouvais, mais j'étais aussi de longues heures à l'école pour enfin me dire, OK, je lâche tout, je m'en vais en danse seulement. Puis c'est beaucoup de sacrifices, j'ai manqué... ça vient pas, disons, en tout cas, je dis ça pour dire que ça vient pas comme ça, que, j'ai manqué les soupers, les fêtes d'amis. J'étais toujours au studio si j'étais pas à la maison pour étudier ou quoi que ce soit ou à l'école. Puis, c'était par petites bouchées, je te dirais, c'était les premiers contrats. Puis après ça, OK, là, je suis rendue au Québec, je me sens bien. Là, après ça, OK, est-ce que je peux faire une carrière au Canada? Fait que c'était vraiment une étape à la fois. Je me suis pas levée du jour au lendemain. OK, je m'en vais aller, je danse pour Beyoncé demain. Fait que c'est quand même, c'était de longues heures, de longues journées, de longues années. Mais tu sais, c'est vraiment ma passion. J'en mange, j'aime tellement ça. Donc, ça valait absolument la peine. Oui, mais définitivement, tu as réussi à bâtir une super belle carrière. Si tu pouvais parler à la jeune Kim adolescente qui venait de commencer, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, je dirais tellement de choses. J'ai combien de temps avec elle? Le temps que tu veux. Mais, tu sais, quand j'étais jeune, justement, mentionnant que j'avais pas le côté technique, classique, c'est quand même venu m'affecter. Tu sais, je me disais, je me comparais aux autres. J'ai pas des beaux pieds, je suis pas super flexible. Est-ce que je vais être capable de me rendre où est-ce que je veux aller avec telle et telle chose qui me manque? Puis je dirais à cette jeune Kim-là de se concentrer sur ses forces, tout en acceptant ses faiblesses. Ça fait partie de l'unique personne qu'elle est. Puis je pense que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment notre pouvoir magique en tant qu'individu. On n'y a pas une personne pareille comme nous. Puis ça fait partie de notre vécu, de ce qu'on a à offrir. Quand je regarde mes faiblesses comme mon manque de technique plus classique, bien, ça a fait que j'ai travaillé encore
plus fort. J'ai vraiment bûché dans mes cours de jazz, de contemporain. Le prof l'a remarqué, ça a été souligné. Après ça, elle savait qu'elle pouvait me faire confiance puis m'engager sur des jobs parce que j'allais travailler vraiment fort, j'allais être ponctuelle, j'allais être professionnelle. Tu sais, fait que ça quand même, ça me shapé un peu, tu sais, ça m'a aidé à me découvrir puis à savoir qui je suis puis comment je veux travailler puis qu'est-ce que je peux offrir au monde entier. Donc, je dirais à cette jeune Kim-là de vraiment, tu sais, apprécier ses faiblesses, les aimer, les accepter puis de miser sur ses forces parce qu'il n'y a pas personne d'autre comme elle puis elle devrait foncer. Tout le monde est unique, puis tout le monde a ses forces et ses faiblesses au bout du compte. On peut se comparer à quelqu'un qui semble parfait, mais cette personne-là a aussi ses faiblesses. Là, c'est vraiment le message le plus beau à travers ça. Puis, si jamais tu pouvais aussi t'accomplir d'une autre manière, à un moment donné dans ta carrière, est-ce que tu as l'impression que tu as déjà réalisé tous tes objectifs de rêve ou il y aurait vraiment encore un contrat de rêve auquel tu penses depuis toujours que tu envisages? Ah, c'est une bonne question. Écoute, je pense que ça serait quoi le mot que je cherche en français? Greedy, là, si je voulais en avoir plus, là, parce que je pense que côté danse, j'ai pas mal fait le tour, puis tu sais, j'ai vraiment une belle carrière. Donc, je ne vais pas en demander plus, mais c'est sûr que, tu sais, moi, des projets de tourner, de voyager, faire un film aussi, j'en ai fait quelques-uns au Canada, il y a bien longtemps, mais j'en ai pas vraiment fait aux États-Unis. Fait que ça m'intéresserait encore de pouvoir faire partie d'un film. Mais là, tu vois, c'est ça, là, j'y vais plus dans le côté peut-être animation, créer mon propre show de télévision ou, tu sais, vraiment percer ailleurs dans quelque chose que j'ai jamais fait. J'aime ça cogner à des portes, de nouvelles portes, tu sais, voir comment est-ce que moi, je peux me pousser, m'assurer que je grandis toujours, que je suis en train d'évoluer. Puis je pense qu'il faut faire ça en sortant de notre zone de confort. Donc, c'est difficile de savoir exactement ça va être quoi ces projets-là, mais c'est ça. Je rêve encore en général à être sortie de ma zone de confort pour apprendre, pour créer quelque chose encore toujours artistique avec une belle gang. Mais à suivre, ça va être quoi exactement? Je ne suis pas certaine. Tantôt, tu nous partageais que c'était assez intense comme mindset, tu te comparais beaucoup. À quoi ressemblait le mode de vie d'une danseuse? Ou à quoi ressemble encore à ce jour, mais au top de ta carrière, quand tu faisais beaucoup de contrats de show, j'imagine qu'avec la COVID en ce moment, c'est un peu moins possible. Oui, c'est ça. On a vraiment, il n'y en a plus grand-chose en ce moment, malheureusement, en espérant que ça va changer bientôt. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tout ce qui est audience, festival, spectacle, tournée, tout ça, ça se fait plus. Mais au haut de ma carrière, je te dirais comme quand je suis le plus occupée possible d'un spectacle à l'autre. C'est sûr qu'être en tournée, c'est vraiment quelque chose qui est demandant parce que là, tu n'arrêtes jamais puis tu es parti pendant des mois. Puis, tu sais, je sais que le côté super glam, on voyage, on est dans plein de pays, on performe devant des milliers de personnes. C'est sûr que c'est vraiment incroyable. Tu sais, on vit dans plein de chambres d'hôtel différentes, super le fun. Mais en même temps, tu changes toujours de fuseau horaire. Tu es d'un avion ou d'un autobus à l'autre à chaque jour, à chaque 2 jours. Le corps est fatigué. Tu es rarement toute seule. Tu partages un autobus avec ta nouvelle famille que tu n'as pas choisie. Fait que c'est vraiment demandant physiquement. Tu fais un show de 2 heures de temps à chaque 2 soirs. Tu as peut-être des blessures, mais il faut que tu continues. Donc, ça peut ressembler un peu à ça, là, un horaire de quand on va dire je suis en tournée. Sinon, si je suis à Los Angeles, mais c'est vraiment... une carrière en danse, je te dirais que il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est vraiment l'imprévisible. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ce qui fait que c'est important. Il faut quand même que que tu sois fait fort, que tu sois organisé, surtout financièrement. C'est quelque chose qui est très important. On n'en parle pas souvent, mais c'est de mettre de l'argent de côté parce que tu peux être super occupé pendant 2-3 mois de temps. Puis tout d'un coup, le prochain 2-3 mois, il n'y a absolument rien. C'est peut-être pas parce que c'est pas toi qui es choisi, mais c'est qu'il n'y a juste pas de job qui nécessite des danseurs. Donc, il n'y a absolument rien. Il n'y a plus d'audition, il n'y a plus de casting. Tu es à la maison puis tu attends juste. Tu refreshes tes courriels, tu espères recevoir quelque chose de ton agence, mais il n'y a rien qui se passe. Donc ça varie beaucoup d'une journée à l'autre, tout dépendant si je suis sur un projet ou non. Puis côté monétaire, est-ce que tu l'as appris rapidement en intégrant le milieu ou tu connaissais déjà ça puis tu faisais déjà attention au début? Bien, je pense que je suis quelqu'un qui faisait toujours attention parce que j'avais ma mère comme exemple qui était quelqu'un qui est encore quelqu'un qui travaille très fort. Quand j'étais jeune, elle travaillait 2-3 jobs à la fois, puis elle faisait très, très attention. Je me rappelle que tout était rationné côté repas, tout ça. On était sur un petit budget. Donc, je pense que j'ai été influencée par ça de pas trop gaspiller, pas trop dépenser. Je ne suis pas quelqu'un qui magasine vraiment beaucoup. Donc, je l'avais un petit peu naturellement. Mais je me rappelle une
une amie de danse qui s'appelle TL, qui, elle, m'avait parlé de mettre de l'argent de côté, automatiquement, vraiment de ton compte, ça s'enlève directement sans même que tu aies à rien faire, à y penser. Qu'elle a fait ça, puis elle m'en parlait, puis je pense que j'étais jeune vingtaine, peut-être j'avais 21, 22 ans, puis je me suis dit, OK, oui, bonne idée, je vais l'essayer, je vais l'appliquer aussi. Puis à ce jour, je suis tellement contente que dès mon jeune âge, dès que j'ai commencé à travailler, j'avais ça de setter pour moi, de mettre de l'argent automatiquement, je n'avais même pas à y penser. Puis depuis ce temps-là, bien sûr, ça s'est développé à en connaître encore plus, m'éduquer encore plus sur les finances. Mais je pense que c'est vraiment important de mettre de l'argent de côté en tant que danseur, puis de faire attention parce que c'est ça, on ne sait jamais c'est quand que les jobs vont arrêter. Oui, puis j'imagine que l'instabilité du métier, l'intensité aussi du mode de vie que tu expliquais tantôt, est-ce que tous ces aspects-là, ça peut jouer sur la santé mentale? Toi, comment tu as vécu ça? Oui, absolument. Tu sais, je te dirais que financièrement, moi, ça allait. Tu sais, je cogne du bois, mais tu sais, j'avais fait attention, puis j'étais quand même bien occupée. Mais qu'est-ce qui joue beaucoup côté mental, je te dirais, c'est se sentir, est-ce que je suis assez? Est-ce que, tu sais, la comparaison, on en a parlé un petit peu, mais ça part jamais vraiment, tu sais, je veux dire, même à ce jour, si je vais auditionner puis que je suis avec un autre 50, 100 merveilleuses femmes à côté de moi que je trouve qui sont aussi bonnes que moi, peut-être même meilleures que moi en danse, qui sont super belles, qui risquent peut-être d'être choisies avant moi, c'est dur de ne pas se comparer puis de ne pas dire, ben, je ne suis pas assez, puis on ne va pas me choisir, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez ci, je trouve ça. Donc, il y a vraiment cette petite voie-là interne que j'ai commencé à travailler, surtout en arrivant à Los Angeles. À cause de ça, je me suis dit, OK, non, je peux pas me descendre à chaque fois qu'on me rejette ou qu'on me dit non. Il faut que je fasse comme, OK, Kim, t'as donné du mieux que tu pouvais, t'as fait du mieux que tu pouvais. C'était pas pour toi, c'était pas dû. Il y a on passe au prochain appel, il y a une autre porte qui va s'ouvrir pour toi. Donc, mentalement, je pense que c'est vraiment important qu'un danseur, une danseuse travaille sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, qu'apprenne à s'aimer, à se complimenter, à être vraiment son cheerleader, chaque jour, être là pour soi-même, puis se parler comme on parlerait à notre meilleur ami. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mm-hmm. Puis comment t'en es venu à développer certains trucs pour conserver cette confiance en toi assez forte, comme une carapace dans le fond à l'échec? Comment t'en es venu à développer quelque chose d'aussi fort? Bien, c'est sûr que c'est avec les années, puis je le dis toujours, je pense que c'est un travail de vie. On va toujours avoir un petit manque de confiance par-ci, par-là, douter de nous dans certains moments, mais c'est vraiment des pratiques qui se font à chaque jour. Comme j'ai mentionné, de se complimenter, le matin quand tu te regardes dans le miroir, tu t'arranges, tu fais tes cheveux, quoi que ce soit, tu brosses tes dents, de se donner un compliment. Hey Kim, tu sais, t'es hot, hey Kim, t'es capable. Aujourd'hui, là, ça va bien aller. Fait que c'est de se parler, de se complimenter, de se laisser des petites notes. Il y a une année, il y a quelques années, que j'ai décidé d'écrire I am enough, je suis assez, dans mon miroir. Puis je l'ai gardé pendant 1 an de temps, puis je le disais à voix haute à chaque jour, tu sais, puis veux pas, c'est un conditionnement positif qu'il faut qu'on fasse, tu sais, parce qu'on est attaqué de plein de façons différentes quand on est jeune. Il y a plein de choses qui viennent nous affecter, que ce soit à la famille, dans la famille ou à l'école, avec les amis, quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est important de comme un peu réapprendre à s'aimer, puis à s'apprécier. Donc, c'est des compliments. Moi, j'aime beaucoup faire du journaling, donc écrire mes sentiments, montrer beaucoup de gratitude, ça m'aide beaucoup avec ma confiance. De la méditation aussi, ça m'aide à me recentrer sur ce qui est important, puis un peu à créer ma bulle d'énergie positive pour ne pas laisser entrer le négatif ou ce qui m'affecte. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça, je te dirais, que je répète et je répète, puis plus ça va, bien, plus je viens justement renforcer ce côté-là. J'ai l'impression que ces méthodes-là prennent davantage de place dans la société. En tout cas, moi, j'en entends beaucoup plus parler. Je n'ai jamais plus entendu parler de la manifestation positive, la visualisation, mais c'est vrai que ça marche puis ça aide vraiment à conserver une bonne confiance en soi, là, ça c'est certain. Est-ce que tu as eu certains complexes en étant plus jeune? Est-ce que tu étais une fille qui manquait de confiance en toi? Je ne sais pas si je manquais nécessairement de confiance en moi, mais j'avais certainement mes points faibles que je remarquais. Comme par exemple, moi, je suis quelqu'un qui n'aura jamais un six-pack. Là,
je me compare aux autres danseuses qui étaient à côté de moi, puis ça donne que j'aime manger, j'aime les desserts. Moi, j'ai grandi avec plein de desserts, puis de sucre, puis tout ça, puis je sais pas si ça va changer ça. J'ai appris à m'aimer comme je suis, puis ça veut dire que oui, il y a un petit peu de gras sur mon ventre, puis c'est bien correct, il y a ce côté-là, il y a aussi le fait que j'étais que je suis encore très pâle, mais quand j'étais jeune, ça venait vraiment m'affecter. Je me disais, si je suis plus bronzée, je vais avoir de l'air plus cut, plus tone, plus belle. Fait que là, j'allais me faire bronzer, 2-3 fois par semaine. On va se dire que ça marchait pas, là. Je rougissais plus que d'autres choses, là, mais, c'était vraiment un complexe que j'avais quand j'étais jeune. Je suis trop pâle, je suis trop pâle. Mais tu grandis, puis tu matures, puis encore une fois, tu fais ce travail-là personnel de t'aimer pour qui tu es, puis tu vois, je pense que justement, en parlant de manifestation, visualisation, ça finit par, je pense que je me mets à cette fréquence-là d'énergie où est-ce que j'attire ce que je veux, puis je me sens bien, puis je trouve que je le mérite. Puis là, tout d'un coup, j'arrive à Los Angeles, puis ça joue complètement pour moi. Le nombre de fois que j'étais là seule, super pâle, sur scène, parmi d'autres danseurs, ou là, tout d'un coup, c'était comme un look, sans même que je comprenne ou que je l'ai choisi. J'avais comme mon branding. La rousse qui est super pâle, puis des fois, ça fonctionne, des fois, non. Des fois, je suis trop pâle parce que la lumière elle reflète sur moi, puis on me met en arrière dans le vidéoclip parce que ça ne marche pas. Ou sinon, des fois, si on me demande de teindre mes cheveux parce que ça flash trop. Mais des fois, ça fonctionne, on aime full mon look, tu sais. Fait que c'est savoir qu'on va en gagner, puis on va en perdre, puis ce qui est fait pour être à nous, c'est fait pour être à nous, puis faut juste, faut se concentrer sur ça, puis être vraiment, vivre dans la gratitude, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça. Pour revenir à ta question, oui, c'est ça, c'est sûr que j'avais des complexes, puis je vais en avoir encore. Je veux dire, j'ai tellement des petites jambes, mon torso est long, mais mes jambes sont minuscules, on dirait, puis, tu sais, je le remarque quand je danse avec des danseuses plus grandes que moi, mais en même temps, c'est comme on s'en fout, tu sais. C'est plus dur à croire que juste à dire de même, tu sais. Mais c'est un travail que moi, je suis prête à mettre et à pratiquer chaque jour pour m'accepter, pour m'aimer. Puis je sais que j'ai beaucoup à offrir, puis que c'est pas juste l'importance sur le physique. C'est pas vraiment ça dans mes valeurs. Mm-hmm. Je pense que tout part aussi de l'encouragement de la diversité dans le milieu. Là. J'imagine que de plus en plus, tu vois que ça prend sa place. Moi, je le vois aussi dans le monde du mannequinat, à quel point là, on accepte plus les différences au niveau des dents, au niveau des formes de visage, au niveau des cheveux aussi, des différentes origines. Donc, c'est super beau de voir qu'il y a une certaine évolution à travers ça. T'sais. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai qu'on le voit, surtout dans la dernière année, je pense que tout le monde a fait beaucoup de bruit qui était vraiment absolument nécessaire. Puis, c'est sûr que j'espère que ça s'en va dans cette flèche-là. Moi, je suis très, tu sais, j'ai espoir, puis je nous le souhaite. Puis, je pense qu'individuellement, on peut tous faire un peu notre part si on est mis dans une position où est-ce qu'on pourrait engager justement la diversité. C'est tellement important pour les jeunes de pouvoir se reconnaître à la télé, dans les magazines ou quoi que ce soit, puis vraiment devenir encouragé. C'est ça, la diversité. Mm-hmm. Puis là, on parle beaucoup que tu as travaillé à LA. Comment tu es parvenue à percer à l'international? Quel a été ton parcours? Dans le fond, moi, après Sweeting Kick and Dance Canada, j'avais mentionné que ça m'a aidé quand même pour mon visa de travail parce que dans le fond, quand on veut déménager à Los Angeles, aux États-Unis, il faut un visa de travail, ce qu'on appelle un O1 pour ceux qui sont dans l'industrie que ce soit le chant, la danse et tout. Puis, donc, c'est quand même un gros processus, puis c'est quand même coûteux. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis de l'argent de côté. J'enseignais beaucoup, beaucoup quand j'étais ici. Je faisais des contrats de danse, je mettais de l'argent de côté. Puis, pendant ce temps-là, j'étais en train de créer, dans le fond, bâtir mon dossier pour le visa de travail où est-ce que tu dois prouver que tu es dans comme le 2 des meilleurs dans ton pays, ce qui est quand même ridicule. Là, ça par rapport. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout que j'étais. Mais bref, il faut que tu prouves que tu es en demande, que tu travailles, que tu es une danseuse qui va travailler rendue aux États-Unis. Donc, je passe à travers tout ce processus-là. Il faut que tu trouves après une agence qui va te représenter, qui agit un peu en tant que sponsor. Puis, donc, j'ai trouvé cette agence-là aussi. J'ai fait quelques voyages à Los Angeles avant même m'y rendre. C'est quelque chose que je suggère beaucoup à ceux qui y pensent, d'aller voir comment tu te sens dans la ville. Est-ce que c'est vraiment bon pour toi? De ne pas juste tout de suite déménager d'un coup sans l'essayer. Puis, c'était un coup de cœur. Les quelques fois que j'y étais, j'ai adoré. Puis, il y avait tellement de choses à faire, tellement de classes à prendre, de grands chorégraphes là-bas.
Donc, je suis déménagée là-bas en 2011, dans ce temps-là, avec mon copain Vincent de ce temps-là. Maintenant, on est meilleurs amis, on n'est plus ensemble. Puis, on est emménagé avec une de nos meilleures amies, Mel. Puis, là, c'est ça, c'est comme prendre le... Je suis comme redevenue un peu, tu sais, danseuse à la base. Je te dirais que au Québec, je commençais à enseigner et à chorégraphier de plus en plus de danser. Puis là, quand je déménageais à Los Angeles, je me suis dit, OK, là, je m'occupe de juste de moi et de mon art. Donc, j'ai arrêté d'enseigner, j'ai arrêté de chorégraphier. Puis là, je me suis vraiment relancée dans je suis une danseuse, je performe, j'apprends plein de techniques différentes, de plein de professeurs différents. Puis là, je me bâtis mon nom. Donc, audition après audition après audition, c'est après, je pense que c'est à quelques mois plus tard. Je pense que la première job que j'ai eue, c'était peut-être 2 mois plus tard, mais c'est le moment où est-ce que je me suis dit, OK, là, je pense que j'ai fait le bon choix, là, tu sais, qui est vraiment, c'était comme un peu mon aha moment. C'était quelques mois après, c'est en 2011, je ne me rappelle plus c'était quel mois, par exemple, on va dire 5, 6 mois plus tard. Il y avait une audition pour Nicole Scherzinger. C'est la principale dans les Pussycat Dolls. Je ne sais pas si tu la replaces, là. Oh, ouais. Mais elle avait une audition pour son vidéoclip pour la chanson Right There. Puis j'ai entendu parler de l'audition par une amie. Mais je n'avais pas eu de courriel de mon agence, rien de ça. Donc, je contacte mon agence. Hey, j'ai entendu dire que je pense que je serais vraiment bonne pour ça. Je le sens. J'ai l'impression, je sais que je peux faire son style de danse et tout. Est-ce que je peux aller à l'audition? Puis on m'a dit, ah, bien, malheureusement, voici les critères. Puis il y a toujours des critères à des auditions, que ce soit la grandeur, l'ethnicité, les looks, le style de danse. Puis je ne fitais pas les critères. Donc, elle m'a dit, malheureusement, non. Fait que je comprends, bien sûr. Mais j'avais encore cette petite voix-là à l'intérieur qui me disait, non, non, Kim, c'est pour toi. Là. Comment tu fais pour y arriver puis aller à l'audition? Puis là, j'ai fini par apprendre c'était qui le chorégraphe. Puis c'était un ami à moi avec qui j'avais déjà travaillé pendant des années. Fait que là, je le contacte. J'étais justement pendant un de mes voyages de Los Angeles, on avait travaillé ensemble, puis il m'avait dit, si jamais tu déménages à LA, je suis là pour toi, je vais avoir, I'm gonna have your back, puis tu me laisses savoir, tu m'appelles, puis on travaillera ensemble. Fait que là, je l'appelle comme de fait, c'est Hey Jaquel, c'est Jaquel Knight, le grand chorégraphe de Beyoncé, un de ses chorégraphes. Jaquel, est-ce que je peux venir à l'audition? Je sais que je ne suis peut-être pas exactement ce que vous recherchez, mais j'aimerais vraiment ça avoir une chance. T'sais. Puis elle dit, ben oui, pas de problème, viens à telle heure, parfait. Fait que là, je me rends là-bas, on auditionne toute la journée, on apprend choré après choré. Nicole Scherzinger, elle arrive le soir, elle veut nous voir danser une par une, un solo sur sa chanson au complet. Je pense que je suis sortie là, il était comme minuit et demi le soir. C'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans un film, là, c'était vraiment incroyable. Tout ça pour, enfin, j'ai booké la job. Fait que j'ai été choisie pour le vidéoclip, mais en plus de ça, le vidéoclip, c'est devenu une performance qu'on a faite sur Ellen DeGeneres, après ça sur American Idol, sur So You Think Can Then US. Après ça, on a voyagé en Europe, puis après ça, à travers, en tout cas, je travaille encore pour elle, plusieurs vidéos plus tard, puis plusieurs voyages plus tard. Ça fait 11 ans, 10 ans qu'on se connaît, puis encore elle m'engage. C'est vraiment une femme incroyable. Puis, tu sais, si j'aurais pas suivi si j'avais pas suivi mon instinct du début, je ne m'aurais pas rendue à l'audition, puis ça a vraiment été un cadeau. Fait que c'est ce moment-là, là, je me suis dit, OK, là, j'ai appelé ma mère, puis j'ai fait le bon choix. Fait que c'était vraiment le moment qui me dit que, OK, c'est bon, je pense que ça va bien aller. Souvent, je discute avec des artistes du monde, justement, artistique au Québec, puis ils me disent souvent que les contacts, c'est vraiment ce qui aide dans le milieu. Est-ce que dans ton cas, c'était ça aussi, ou tu as vraiment dû toi-même aller voir les gens parce que dans ce cas-ci, là, tu as dû lui écrire, mais tu le connaissais déjà, dans le fond? Oui, c'est ça. Puis oui, c'est super important, ça, je vais le dire. Puis je le répète toujours dans mon mentorat aussi. Il y a beaucoup de bouche à oreille, puis de qui tu connais, puis de, tu sais, c'est ce qui est normal. Tu sais, même moi, on va dire en position où est-ce que je suis chorégraphe, c'est sûr que je vais engager des gens avec qui je sais que je m'entends bien. C'est pas juste les meilleurs danseurs au monde que je veux, je veux des bons danseurs, des très bons danseurs, mais je veux du monde qui ont une belle énergie, qui sont positifs, qui vont être professionnels, avec qui je m'entends bien, qui me font confiance, à qui je peux faire confiance, que je sais que si je dois partir aller parler à la prod, ils vont continuer à travailler fort, puis ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Tu sais, il y a vraiment cette relation-là aussi qui se crée. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de qui tu connais, qui peut te présenter telle personne. Puis, tu sais, ça peut prendre beaucoup de temps, mais une fois que tu rentres dans la porte, là, c'est vraiment à toi à t'assurer que tu es professionnel, que tu es à ton affaire, que tu laisses vraiment une belle empreinte, une belle image pour qu'on continue à te réengager. Mm-hmm. Puis là, tu parles un peu de tes programmes de mentorat. Il y en a 3, je pense. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ça?
Oui, donc dans le fond, c'est 3 forfaits, mais c'est comme un même mentorat, on pourrait dire. Ça s'appelle l'expérience Kim Gingras, puis j'ai appelé ça de même parce que c'est mon expérience. Je veux partager mon expérience. Je suis un livre ouvert. Je veux tout, tu sais, je suis super honnête pendant mon mentorat. C'est un programme de 3 mois où est-ce qu'on a des conversations de groupe. Où est-ce qu'on parle de finances, justement, de branding, de networking, d'audition, de préparation, de comment se trouver une agence, de comment travailler sa confiance en soi, le rejet. Fait qu'on parle de vraiment beaucoup, beaucoup de tout ce qui entoure, dans le fond, une carrière en danse. Donc, on ne danse pas physiquement. Je n'apprends pas de chorégraphie à mes élèves, à mes mentorés. C'est vraiment, je veux tout leur donner l'information qu'il n'y a pas vraiment nulle part en ce moment. Il n'y a pas un livre de comment je fais pour trouver une agence en particulier, tout ça. Fait que je me suis dit, moi, j'ai beaucoup de bagages, j'ai beaucoup de vécu. Je veux leur donner parce que moi, j'aurais aimé ça comme on me donne ça quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai créé ce programme-là qui est vraiment, c'est ça, un curriculum avec plein d'informations. Je leur donne des exercices, des défis à faire, je leur donne du feedback. Puis là, c'est ça, tout dépendant du forfait 1, forfait 2 ou 3, mais tu as de plus en plus de privés avec moi. Où est-ce qu'on travaille vraiment un à un sur, OK, Rosalie, c'est quoi tes buts? Comment on peut se rendre là? Je vais t'aider, on va créer telle étape, 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'ai supporte, j'ai mentor, puis c'est ça, je leur partage vraiment tout ce que moi j'ai appris, même le mauvais pour qu'ils puissent, en espérant qu'ils puissent apprendre de mes erreurs à moi. Donc, c'est ça, c'est vraiment venir supporter puis entourer des danseurs qui pensent peut-être faire une carrière en danse, qu'ils soient débutants, qu'ils soient en plein pendant leur carrière puis qui veulent la développer encore plus. Ou des fois, il y en a qui ont terminé leur carrière, mais sont en transition ou ils veulent savoir comment travailler sur leur confiance en eux pour aller faire autre chose, tout ça. Fait que j'ai vraiment plein de beaux mondes de tout partout. Il y a bien sûr beaucoup de Québécois, des Canadiens, du monde des États-Unis, mais il y a aussi une danseuse de la Russie, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, les Philippines. Fait que c'est vraiment cool de voir que un des beaux côtés de la technologie et de cette pandémie-là, c'est que ça nous a vraiment tous rapprochés, des danseurs de partout à travers le monde. On est ensemble, on est maintenant une communauté. C'est beau de les voir aller. Ils se supportent sur notre page Facebook privée. Fait que c'est vraiment un super de beau trip. Puis est-ce que c'était un projet auquel tu pensais depuis longtemps ou ça t'est vraiment venu au cours de la pandémie? J'y pensais déjà depuis quelques années, mais j'avais jamais vraiment le temps de le faire, de m'asseoir, puis OK, parce que c'est sûr que je ne sais pas si c'est le côté vierge là, de moi qui est comme super organisé, puis qui veut les choses à la perfection, même si la perfection n'existe pas, là, mais c'est vraiment, mon côté où est-ce que je voulais pas juste faire ça à botch pendant que je suis entre deux contrats. Fait que je me suis dit, OK, là, la pandémie, tout arrête, j'ai juste ça du temps, let's go, je me lance. Donc, j'ai créé mon propre site Internet. Je me suis partie un infolette, justement, qui s'appelle Kimspiration, où est-ce que je donne des trucs, des astuces gratuitement chaque 2 semaines aux danseurs. Puis là, après ça, j'ai monté ce programme-là de mentorat. Donc, ça faisait quelques années que j'y pensais, mais là, c'était vraiment le bon moment. Puis comment tu parvenais à te renouveler au cours des dernières années de ta carrière? J'imagine que tu avais beaucoup de contrats pour des shows, des vidéoclips, mais mis à part ça, est-ce qu'il y avait d'autres manières que tu exerçais ton métier? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Donc, pour ce qui est de me développer ou de continuer à être un peu quand même plus sharp, tout ça, j'aime beaucoup lire. J'aime essayer des nouvelles activités ou des nouvelles expériences. Comme là, il y a quelques années, j'ai commencé à faire de la boxe et j'ai tombé en amour. J'adore ça. Donc, j'essaie de trouver d'autres façons, dans le fond, de m'exprimer ou aussi j'aime beaucoup mon cercle d'amis. Donc, je passe plus de temps qu'avant à être avec mes amis, que ce soit des soupers ou quoi que ce soit. Je te dirais qu'au début de ma carrière, c'était très danse, 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 danse. Puis je pense qu'il faut un petit peu être comme ça pour percer parce que il y a comme un peu cette peur-là. Je me rappelle, ça m'a pris jusqu'à... j'ai organisé mon premier voyage, vraiment juste un voyage, des vacances, là, à 30 ans. Avant ça, j'avais un peu... on dirait que je voulais pas rien manquer. Tu as peur c'est ça, de partir de Los Angeles qu'on t'oublie ou que tu manques un appel ou quoi que ce soit, ou que tu te sens comme tu te sens pas bien de dépenser de l'argent sur quelque chose autre que ta carrière ou que de la danse. Donc, là, je me perds un peu, là, je me rappelle plus de quoi qu'on parlait exactement, mais en tout cas, tout ça pour dire que
Ah oui, c'est ça, merci. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, les premières années à aller, là, c'était danse, 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 danse. Puis, tu sais, même passer du temps avec mes amis, c'était comme, non, mais non, je peux aller prendre un cours de danse, je peux aller prendre une classe, il faut que je fasse telle affaire, tu sais. Tu te mets cette propre pression-là, tu sais, pour être sûr de vraiment être à ton max. Puis, en plus, là, mon temps est calculé parce que j'ai juste 3 ans avec mon visa de travail, tu sais. Après, c'est expire. Fait qu'il faut que je m'assure de travailler comme il faut, puis assez pour être capable de le renouveler. Puis ça coûte de l'argent, puis tout ça, tu sais. Fait que là, tout ça pour dire que maintenant, depuis plusieurs années, je suis ailleurs dans ma carrière où est-ce que je respire un peu plus, puis que je prends le temps de lire, je prends le temps de passer du temps avec des amis, d'avoir des belles conversations enrichissantes. Puis c'est de même, je pense que je me renouvelle. C'est du brainstorming avec ma gang, avec mes sœurs. Tu sais, ça me fait beaucoup du bien. Puis c'est ça, c'est maintenant que je me lance dans peut-être de nouvelles horizons avec des conférences, puis avec de l'animation, puis tout ça. Mm-hmm. Tu m'as l'air d'une fille vraiment très chaleureuse, très familiale. Est-ce que tu as déjà eu peur que ta carrière prenne le dessus de ta vie, de tes accomplissements personnels au niveau de bâtir une famille ou quoi que ce soit? Non, j'ai jamais vu comme ça. On dirait que c'est une passion, puis j'aime ça, puis au pire, j'arrête quand je suis prête à passer à autre chose. Mais je pense que les deux se font. En tout cas, j'ai vraiment de belles exemples dans ma vie. Tu sais, je sais pas si un enfant, c'est dans mon futur ou non, mais j'ai plusieurs amis qui ont été enceintes, qui sont enceintes en ce moment, qui ont des enfants. J'en ai une qui a son fils, il est rendu, je pense, à 14, 15 ans, puis encore, elle travaille super gros. Maintenant, lui, dans l'industrie aussi. En tout cas, j'ai vraiment de belles exemples autour de moi que c'est possible d'avoir les deux. C'est beaucoup, beaucoup de travail, bien sûr, mais je les trouve super inspirantes. Puis non, je me sens vraiment pas limitée qu'il faudrait que je choisisse un ou l'autre. Mm-hmm. Puis j'imagine que l'industrie de la danse en général, l'industrie artistique, c'est très difficile de percer. Puis est-ce que tu as eu l'impression que certains chorégraphes étaient trop rudes avec toi? Ben, malheureusement, on en voit des gens qui abusent de ce pouvoir-là, de cette position-là, qui font pas ça avec de l'amour et de la passion et du respect pour l'autre ou pour l'équipe. Je te dirais qu'à Los Angeles, moi, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai travaillé avec beaucoup d'équipes différentes, mais c'était toujours des super de belles équipes. Oui, c'est sûr que des fois, il y en a qui sont un petit peu moins polis ou un petit peu plus négatifs ou marabouts, quoi que ce soit. Tu sais, peut-être qu'ils passent à travers quelque chose de personnel, puis je leur laisse faire leur affaire. Moi, je suis là, je fais ce que j'ai à faire, puis après ça, ça finit là. Mais non, en général, là, j'ai vraiment eu de très, très belles expériences à Los Angeles. Les chorégraphes sont vraiment magnifiques, puis la plupart sont mes amis maintenant. Mm-hmm. Puis sinon, est-ce qu'en général, tu as l'impression que le mouvement MeToo a vraiment sensibilisé les artistes qui œuvrent dans ce domaine-là? Les sensibiliser à tout ce qui se Ah, passe, ouais, à ouvrir ouais. leurs yeux, tu veux dire? Ou Ouais, ouvrir la discussion puis en parler Ben, davantage pour que ce soit moins banalisé. oui, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est inspirant de voir à quel point les gens se sont ouverts. Moi, je l'encourage, puis je le supporte à 1000%. Je sais que c'est pas facile. Même, tu sais, c'est pas une question de MeToo, là, mais moi, j'ai été abusée sexuellement, puis j'ai été ouverte sur les réseaux sociaux à propos de ça. C'est quelque chose qui est arrivé quand j'étais plus jeune. Mais même ça, je pense que ça rentre dans une catégorie très similaire d'abus, que ce soit physique, sexuel, psychologique, émotionnel. Puis plus on dénonce, plus on vient un peu briser le stigma qu'il y a autour de ça, que c'est tabou, il ne faut pas en parler, puis ça n'arrive pas vraiment, puis on met ça en dessous du lit, puis on fait semblant que ça n'existe pas. Donc, moi, je l'encourage à 1000%. Je trouve ça vraiment incroyable que les gens ont le courage, la belle vulnérabilité de s'ouvrir puis de dire par quoi ils ont passé pour que les gens que les gens fassent attention, que les gens changent, que tout le monde analyse leur propre comportement pour faire mieux. Mm-hmm. Ça prend tellement une grande force pour passer à travers ça. Puis j'imagine aussi que tout part de la personne qui est witness, qui se rend compte d'un acte ou quoi que ce soit, puis qui ne va pas agir. Dans ton cas, est-ce que ça a été difficile d'en parler? Oui, ben, ça a pris à peu près 20 ans entre quand c'est vraiment ça a commencé puis quand on a enfin décidé d'en parler plus précisément avec ma famille et tout. Puis c'est quelque chose que je te dirais on dirait que, en tout cas pour moi, je vais parler de mon expérience personnelle, c'était plus simple, beaucoup, 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 beaucoup plus simple de faire semblant, pas de faire semblant que ça n'a pas arrivé, mais de juste se dire, je mets ça dans le garde-robe, bien, bien loin, je mets ça très loin au fond de ma mémoire, j'y pense plus, puis on passe à autre chose.
Puis moi, qu'est-ce qui m'a réveillée, c'est que j'ai appris justement une vingtaine d'années plus tard, c'est là que j'ai eu la conversation avec ma famille, puis j'ai appris que ma sœur, plus jeune que moi, avait été victime de ce même homme pendant ces années-là aussi. Puis ça, c'est vraiment venu péter ma bulle que, OK, tu sais, si on va dire, sans me dire que j'étais coupable de quoi que ce soit parce que j'étais jeune enfant puis je ne savais pas mieux, mais si j'aurais fait plus de bruit puis dit quelque chose dans ce temps-là, peut-être que j'aurais pu sauver ma petite sœur, qu'elle ne fasse pas partie de ce même cercle vicieux-là puis de ce trauma-là. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, ben gars, ma sœur était victime, moi je l'étais, il y en a peut-être d'autres, c'est temps de mettre son pied à terre. Là, c'est fou comment ça te réveille quand d'un coup ça arrive à quelqu'un que tu aimes tellement dans ta vie. Puis j'adore ma sœur, puis c'est ça que c'est venu vraiment péter cette bulle-là, d'essayer de me protéger. Je me suis dit, OK, là, c'est temps de se dire les vraies choses, d'avoir les conversations difficiles, d'y faire face pour la première fois pour de vrai, d'aller voir des thérapeutes, d'aller voir la police. On était en cours criminel pendant une couple d'années. Donc, ça a été difficile comme quelques années, comme 4 ans, mais c'était vraiment nécessaire. Puis je souhaite à tout le monde de pouvoir y faire face pour pouvoir bien guérir, parce que c'est vraiment ça. Je n'avais pas aucunement guéri de tout ça avant d'y faire face pour de vrai, avant de repasser à travers ce qui s'est passé pour moi, de parler à de l'aide professionnelle. Puis maintenant, je me sens tellement mieux, je me sens complète, je me sens femme, puis j'ai vraiment l'impression que j'ai passé à travers. Puis avant d'en parler, est-ce que tu avais l'impression que tu étais plus craintive envers les gens autour de toi? Non, pas vraiment. On dirait que moi, la manière que je l'avais gérée, c'est que c'était comme, ah, ben ça m'est arrivé, puis je passais à autre chose, puis regardez, je suis correcte, là, j'ai une belle vie, puis ça va bien. J'avais des relations avec tu sais, j'avais eu des super de bons chums, tu sais, tout ça. Fait que j'avais comme pas l'impression que ça m'avait affecté tant ça, mais pour découvrir par la suite que oui, quand même, dans certains départements de ma vie, là. Mais non, j'étais quand même assez... je te dirais que j'avais, tu sais, comme je t'ai mentionné, je l'avais mis un peu très caché derrière moi, puis je passais à autre chose. Puis, fait que j'avais pas ça devant moi, juste là où est-ce que j'y pensais, puis que j'étais craintive, que je voulais pas en parler. C'était juste carrément un sujet qui était très, très caché, profond. Mm-hmm. Tu te le niais à toi-même, dans le fond? Ben, pas nier. Je savais que ça s'était passé, puis ça, c'était très clair, mais je voyais pas pourquoi je revisiterais ce sujet-là, ce trauma-là, de bien des années quand j'étais correcte. Tu sais, c'est comme ça que je le voyais. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as enfin pu, c'est ça, aller en cours contre cette personne-là? Est-ce que c'était comme une libération ou au contraire, c'était comme juste des sentiments plus négatifs parce que ça te fait réaliser que dans le fond, c'est un problème qui est encore plus imminent? Écoute, je suis passée par toutes les émotions possibles, je pense. C'est vraiment dur à décrire. Mais oui, de la rage, de la peine, un gros manque de compréhension de comment quelqu'un peut faire ça, surtout quand tu viens pour te battre contre cette personne-là, puis qui continue à dénier que ça s'est vraiment passé. Donc, c'est vraiment un manège, là, un roller coaster d'émotions. Mais maintenant, ce que je peux dire, c'est que je suis extrêmement fière de moi, de ma sœur, de ma famille, qu'on ait passé à travers ça. Ça nous a rapprochés encore plus. On était déjà super proches, mais là, ça nous a vraiment encore plus rapprochés. Puis, je suis vraiment contente qu'on puisse mettre ça derrière nous. Mm-hmm. Puis il y a de quoi être fier parce que j'imagine que ça a pris beaucoup de force, beaucoup de courage pour le dénoncer. Puis j'imagine que c'est triste, mais il y a plusieurs personnes qui ne le savent jamais. Là, c'est ta sœur qui avait comme sonné une cloche pour toi, mais si jamais elle en avait jamais parlé, peut-être que même encore aujourd'hui, tu vivrais avec ça caché au fond de toi. Tu sais. Ouais. J'ai l'impression que l'industrie nous cache une certaine laideur de ce côté-là. Il y a tellement le côté positif, glamour, puis de faire des belles rencontres, mais j'imagine qu'il y a un côté vraiment très laid aussi. Qu'est-ce que tu as appris rapidement de l'industrie en intégrant le milieu, autant positif que négatif? Je pense que ça, c'est comme dans n'importe quelle industrie. J'imagine que il y a deux côtés de la médaille partout. Mais moi, ce que j'en retire de l'industrie, ce que j'ai appris assez rapidement, mais qui est quand même qui est toujours difficile à avaler, c'est qu'en tant que danseur, je veux dire,
tu peux être facilement remplacé. Il y a pas de... La loyauté n'est pas toujours là, disons. Puis c'est correct, c'est correct dans le sens que je me dis, il ne faut pas que je prenne rien de personnel. Ça peut faire 10 ans que tu travailles pour le même artiste ou pour la même compagnie ou quoi que ce soit, puis du jour au lendemain, sans raison, tu ne sais pas pourquoi, tu l'apprends par ton agence qu'on ne te ramène pas dans le groupe, que tu as été remplacé par quelqu'un d'autre. Fait que souvent, il y a un peu ce manque de communication-là, que c'est ton agent qui finit par te dire le oui ou le non, si tu es engagé ou non. Tu peux avoir travaillé pour quelqu'un pendant des années, puis que tu penses que ça va super bien, puis tout d'un coup, ils ont un changement de cœur, ou ils veulent aller dans une autre direction visuellement, ou ils veulent moins de danseurs, plus de danseurs, ils veulent changer, il y avait des femmes, ils veulent des hommes. Il faut que tu regardes ça. Moi, en tout cas, je me dis, c'est pas personnel. Si c'est pas fait pour moi, ben c'est pas pour moi, puis c'est correct que cette porte-là ferme. C'est que je suis due pour être ailleurs, puis je vais me trouver une autre équipe vraiment magnifique avec qui je vais m'amuser, puis tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, puis qu'il faut pratiquer très rapidement dans le domaine dans lequel je suis, parce que si tu commences à prendre tout personnel, tu vas pas survivre, là. Ça va être vraiment trop difficile. Tu vas toujours te remettre en question, tu vas penser que t'es pas assez. Ça peut être vraiment douloureux si tu fais ça. Mm-hmm. Puis, est-ce que tu as l'impression que certains danseurs s'attendent à ce que ce soit fabuleux puis que leur carrière fonctionne directement, mais que tu te rends compte que justement, il faut vraiment s'attendre à devoir accepter l'échec, tout ça, puis c'est pour ça que tu veux un peu en parler à travers tes séances de mentorat? Oui, je pense qu'en général, les danseurs que je rencontre puis ceux à qui j'enseigne sont très intelligents puis ils savent que c'est demandant. Puis donc, je n'ai pas rencontré encore personne que j'ai dû comme péter leur bulle pour leur dire que c'était plus difficile qu'ils pensaient. Je pense qu'ils savent que c'est difficile, mais j'ai créé ce programme-là justement pour pouvoir les aider, qui se sentent supportés à travers ce cheminement-là qui peut avoir des super de beaux hauts, mais aussi des bas assez creux. Mm-hmm. Puis en ce moment, récemment, en 2018, je crois, tu as été juge à Danser pour gagner. Comment tu as trouvé ça, cette expérience-là? Est-ce que le monde de la télé, c'est quelque chose qui t'attire pour les prochaines années? Ben oui, ça m'attire, c'est ça. Je pense que j'irais peut-être un petit peu plus dans l'animation. Je me lance comme ça, je dis ça, là, mais j'en ai pas fait beaucoup. On m'a approché pour animer un show de télé l'année passée qui s'appelle Bouge à Radio-Canada. C'est des petites capsules pour les enfants. On dansait, on bougeait, on faisait de l'exercice. C'était super cute. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Fait que je me suis dit, ben, peut-être que c'est une nouvelle porte par où je vais passer, voir si je vais peut-être développer ce côté-là. Mm-hmm. À suivre. Ben, je te le souhaite. Écoute, tu étais super bonne dans Danser pour gagner. Tu t'exprimes bien aussi dans la vie en général, donc je suis certaine que ça fonctionnerait bien. Écoute, il y a un nouveau concept, si je peux appeler ça comme ça, au podcast, c'est les questions en rafale. Donc, si tu veux te prêter au jeu, je demande aux gens sur Instagram de me poser des questions qu'ils veulent directement te poser à leur tour au cours du podcast. Donc, si jamais ça tente de te prêter au jeu, on pourrait faire ça. Puis là, j'ai pas regardé les questions, rien, fait qu'on va y aller vraiment super spontané pour les questions les plus authentiques directement. Parfait. Je vais juste aller dans mes archives. Puis pour ceux qui écoutent en ce moment, si jamais ça vous intéresse d'aller participer à ce type de petit sondage-là, à ce nouveau concept-là, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, rosalie.boyer1. Je vais essayer de le faire une fois de temps en temps pour les prochains invités. OK, t'es prête? Ouais. Parfait. C'est Clarisse qui pose la question. Quels sont les préjugés communs qu'ont les gens envers toi quand tu parles de ton métier? Mon Dieu, OK, rapide. Ben, au début, est-ce que c'est vraiment une carrière? Est-ce que tu peux vivre de ça? Est-ce que tu vas faire assez d'argent? Deuxième question, encore une fois de Clarisse. Quelle est ta craziest story time? Oh boy, j'en ai tellement, mais il y en a vraiment plusieurs. OK, une fois, j'étais justement avec Nicole Scherzinger en Turquie. On était là pour genre 48 heures, même pas. C'était pour un mariage. On performait pour un mariage. Puis, je me rappelle que les gens au mariage, pour, dans le fond, donner le pourboire à ceux qui travaillaient là puis qui servaient, ils lançaient des centaines et des centaines de billets de 100 $. Partout. Moi, je regardais par terre, je capotais, je me suis dit, my God, là, mon loyer. C'est vraiment difficile de se retenir puis pas de vouloir glisser un petit 100$ dans sa poche. Oh my God, c'est quand même intense. Il y en a vraiment qui vous engageaient pour des mariages. Ça a dû être des méchants gros mariages, ça. Oui, absolument. OK.
De la part de Maëlys maintenant, en tant que personne plus dans l'industrie / le commercial, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'hypersexualisation? Oui, il y en a encore beaucoup trop. Ça, c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur de plus en plus. Je suis de plus alerte de ça. Je trouve ça important d'en discuter, surtout pour les jeunes. C'est ça l'affaire. C'est une chose d'être une femme, de quelqu'un de mon âge. Tu décides si tu as envie de faire telle et telle chose, d'être habillée de telle façon. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on commence à se questionner personnellement en tant que professeur ou enseignant de danse ou même parent. Est-ce que ta jeune petite fille devrait être en train de danser sur tel genre de chanson et porter tel genre de costume? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts et de travail à faire par rapport à ça. OK, parfait. Encore une fois de Maëlys, ta personnalité ou ton caractère en 3 mots? Nature, dans le sens road trip, je vais dire road trip, danser, puis sourire. Parfait. De la part de David maintenant, quelle a été ta blessure la plus grave causée par la danse? C'est quelque chose qui est, j'imagine, c'est plus comme chronique. C'est pour ça que c'est la plus bad, là. C'est mon dos. Donc, depuis que je suis en tournée avec Beyoncé puis qu'on danse en talons hauts, puis avec les gens de Corée qu'on faisait, maintenant, j'ai toujours, ou en tout cas souvent, un mal de dos après avoir dansé. Ça crampe, puis j'ai fait tout ce qui était possible, vu plein de professionnels, puis on ne sait pas trop c'est quoi exactement, mais ce serait mon dos. OK. Prochaine question. De la part de Mélia. Est-ce que c'est plus difficile de travailler dans ce monde de l'art en étant québécoise? Non, moi, je trouve pas. Je suis fière d'être québécoise. Il y a moins d'opportunités ici par rapport à Los Angeles, par exemple, mais je pense que c'est ça le beau cadeau de tout ça, c'est qu'on peut travailler ici comme on peut travailler là-bas, puis voyager, puis travailler ailleurs. OK, parfait. Donc, c'est pas un désavantage. Puis j'imagine qu'il faut quand même être bilingue aussi, là. Comment t'as vécu ça? Est-ce que t'as toujours eu un très bel accent en anglais? Moi, c'est dans mon adolescence quand ma mère s'est remariée que j'ai commencé à travailler mon anglais. Avant ça, je ne savais même pas dire oui ou non, mais avec les années, ça s'est développé, tout ça. Oui, c'est super important. C'est sûr que dans ce métier-là, ça va vraiment être un atout ou dans plusieurs métiers. Être bilingue, c'est super. Puis, je te dirais que le côté québécois, français, tout ça, bien, ça nous aide d'ailleurs aussi. Les gens aiment bien ça, nous entendre parler français. Maintenant, une question de la part de Fée. Quel est l'artiste avec OK, je recommence ça. Quel est l'artiste avec lequel tu as le plus aimé travailler et pourquoi? Puis là, tu as nommé Beyoncé, mais mis à part Beyoncé. Mis à part Beyoncé, écoute, il y en a tellement plein, mais je vais y aller avec Meghan Trainor. Meghan Trainor, j'ai fait de la tournée promo avec elle, plein de vidéoclips, plein de performances, puis c'est vraiment un amour. Puis ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle est très humble, très cool, très drôle. Puis sa mère, son père, ses frères, tout le monde, c'est vraiment font partie de son équipe. Fait que c'est super familial, puis ça, j'aime vraiment ça. C'est vraiment une belle famille. Super. OK, prochaine question. En moyenne, tu t'entraînes combien d'heures par jour? Mon Dieu, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Mais dans temps normal, je te dirais peut-être 2-3 fois par semaine. OK, puis combien d'heures environ? Ben, m'entraîner en danse ou m'entraîner en danse. Genre, je pense que la question, c'est en danse. En danse, OK. Ben, quand je suis en répétition puis je suis sur un contrat de danse, ben là, c'est des 8 heures par jour au moins, à peu près. Mais si c'est juste par moi-même, c'est beaucoup moins. C'est une classe par-ci, par-là. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui est côté physique, cardio, boxing, tout ça, ben ça, c'est peut-être un 3, 4 heures, 5 heures par semaine. OK, parfait. Dernière question. En temps normal, mais là, je te dirais que là, je suis vraiment sur mon ordinateur ces temps-ci. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui aimerait faire le même métier plus tard? De s'entraîner. Fait que je ne sais pas son rendu où, mais je vais dire, entraîne-toi dans le plus de styles possible. C'est important d'être versatile si tu veux faire quelque chose qui ressemble à ma carrière. Là, je veux dire, dans le côté commercial, d'être versatile, d'être bien entraîné. Puis écoute, viens prendre mon programme, puis je vais t'aider pour le reste. Parfait. Bien, ça wrap up bien notre belle discussion d'aujourd'hui. Merci d'être venu au podcast. Ça fait plaisir. Merci à toi. Écoute, j'espère qu'on va avoir la chance de faire une partie 2. Je suis sûre que tu en aurais encore beaucoup à dire sur ta carrière, sur ton expérience, puis tu as l'air vraiment d'une femme très mature qui peut donner de super bons conseils. Donc, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bien, merci à toi aussi, Rosalie. Sinon, pour la suite, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, tes prochains projets? Sur les réseaux sociaux, c'est mon nom, Kim Gingras.
Mon site internet aussi, kimgingras.com. Donc, moi, je suis beaucoup sur Instagram. Puis aussi, mon infolette, Kimspiration. Il y a plein de belles affaires intéressantes. Je partage plein de petites histoires du genre qu'on a parlé justement aujourd'hui. Puis, donc, les gens peuvent me retrouver là puis m'écrire. Il n'y a pas de problème. Super! Ben pour les auditeurs en ce moment, je vous invite à aimer le podcast si vous l'écoutez sur YouTube. Si jamais vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcasts, laissez un rating, abonnez-vous au podcast aussi sur Instagram, Jason Ambition Podcast, et sinon, mon compte personnel sur lequel vous allez pouvoir voir les petits sondages pour les prochaines questions en rafale. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Jason Ambition Podcast. Ciao!